Bien, dans cet exercice, on va s'intéresser à un alternateur qui serait branché sur le réseau de distribution. Alors en fait, on va représenter essentiellement la partie qui est en verte ici, qui est une phase du stator. Donc l'alternateur, c'est en fait une machine synchrone qui fonctionne en générateur. Donc pour dire les choses simplement, il y a un opérateur qui va faire tourner le rotor et le champ magnétique du rotor tournant dans les spires du stator, il va induire au sein du stator une force électromotrice et donc l'énergie mécanique créée par l'opérateur qui fait tourner le rotor va être transformée en énergie électrique par l'intermédiaire d'une force électromotrice qui va se comporter comme un générateur au sein d'une des phases du stator. Et on suppose que cet alternateur, comme dans un réseau par exemple avec une usine, une centrale productrice, est branché, donc U représente en fait le reste du réseau électrique et on pourra supposer que, on imagine un très grand réseau électrique, comme je sais pas, le réseau français, et vous avez un alternateur, donc cet alternateur ne peut pas modifier de façon significative l'ensemble du réseau, donc on supposera que la donnée ici, U de T, qui est le réseau de distribution, est une grandeur fixée aussi bien en termes de fréquence et en termes d'amplitude ou de grandeur efficace de sa tension. Voilà. Et bien sûr, la force électromotrice, c'est uniquement la partie mutuelle. La partie propre de la force électromotrice de la phase du stator est comptée dans la bobine qu'on a entre guillemets sortie du dispositif. Voilà. On introduit quelques autres grandeurs. Donc on introduit le courant dans la phase du stator. Donc bien sûr, là, vu qu'on est en convention alternateur-générateur, on laisse bien sûr une force électromotrice en convention générateur avec le courant. D'accord, les deux flèches dans le même sens. Et on donne des conventions, pour l'instant on va définir comme ceci, I de T, donc bien sûr qu'I de T est a priori déphasé par rapport à la tension U, donc on l'écrit comme ceci avec un certain déphasage retard, et E de T, on l'écrit avec un certain déphasage avance delta, mais peu importe pour l'instant. Et simplement, alors la grandeur efficace de E, on dit qu'elle est en fait proportionnelle au courant de l'inducteur, parce que en fait, lorsque l'inducteur est ici le rotor, donc lorsque le champ magnétique du rotor passe dans les spires du stator, il va créer un flux variable et ce flux sera d'autant plus important que le champ magnétique en norme est important et le champ magnétique du rotor est forcément proportionnel, dans le cas d'une linéarité, au courant qui passe dans les spires du rotor. Donc on peut dire qu'il y a un certain coefficient, mais que l'amplitude ou la grandeur efficace de la tension de la force électromotrice est proportionnelle au courant de l'inducteur du rotor. Voilà. Alors comme première question, on demande de déterminer la puissance qui va être produite par la phase de l'alternateur. Alors, en toute rigueur, la puissance qui est fournie par la force électromotrice, ça sera le E efficace, I efficace et le cosinus de la phase entre la force électromotrice et le courant. Mais là, enfin, même si la question est un peu implicite, on va considérer la puissance qui est vraiment disponible sur le réseau. Donc ce qu'on va appeler cette puissance P, c'est la puissance qui va être reçue par le réseau et qui est réellement disponible, cette puissance moyenne. Donc simplement, eh bien, on en est en convention récepteur, on a une tension U, un courant I qui arrive sur le réseau vu comme récepteur. Et on voit bien que la différence de phase entre U et I est de phi au signe près, et vu qu'on veut que le cosinus, peu importe pour le signe, donc forcément la puissance qui va être la puissance qui est, on peut dire, reçue par le réseau et fournie par la force électromotrice aux pertes joule près, ça sera U efficace, I efficace et cosinus de phi qui est bien au signe près, encore une fois, le déphasage entre U et I. Voilà, donc toujours pareil, l'idée c'est d'avoir un facteur de puissance qui est... L'idée c'est que si cos phi augmente, toute chose égale par ailleurs, pour une puissance fournie au réseau et une tension du réseau fixée, si cos phi augmente, on aura I efficace qui va décroître et donc vous aurez un courant, pour une même puissance fournie, vous aurez un courant sur la ligne plus faible et donc moins de pertes par effet joule. Donc c'est toujours l'idée en fait de faire un cos phi le plus grand possible pour avoir un courant en amplitude le plus petit possible et ce qui permettra de limiter les pertes par effet joule sur la ligne. Par effet joule sur la ligne. Voilà. Alors, simplement, donc après on va faire une loi d'émail. Bon, la loi d'émail est assez élémentaire sur la deuxième question.
on peut facilement rajouter les flèches de tension. Donc on peut rajouter une flèche de tension. Pardon. On peut rajouter ici une flèche de tension pour la résistance et pour la bobine. Et on voit bien que les 3 flèches qui sont ici eh bien, doivent être égales à la flèche que je vais faire ici qui est petit u. Donc on voit bien qu'on aurait concrètement, si on reprend, on aurait donc le petit u ici. Et ici, on aurait un certain UL, un certain UR, et là, on retrouve le E. Donc, forcément, on voit bien que alors les couleurs ne sont pas très bien choisies, mais on voit que la force électromotrice, cette flèche-là, c'est la somme des 3 autres flèches, d'accord? Et concrètement, on a forcément le résultat qui est là, d'accord? On a immédiatement, ce résultat-là n'est juste que la traduction du fait que la tension ici, c'est la somme de UR plus UL plus U, d'accord? Donc, on peut traduire ça que on a que quel que soit T, E de T, c'est UR de T plus UL de T plus U de T. Et donc, pour les grandeurs complexes, on n'aura que E bar, ça sera UR bar plus UL bar plus U bar. Et simplement, on est bien en convention récepteur sur les flèches des tensions de UR et I. Et donc, on aura RI bar pour la bobine JL oméga I bar et pour la tension U qu'on laisse pour l'instant U bar. Donc là, le résultat est immédiat, hein, c'est juste la loi d'additivité des tensions en faisant attention aux orientations, mais ça va donner ceci. Voilà, alors pour la suite, on va négliger ce terme-là. Donc si on suit la suite du programme, on voit qu'on va négliger la chute de tension aux bornes de la résistance. Donc si on néglige la chute de tension aux bornes de la résistance, on pourra barrer ce terme-là pour la suite. Et on va faire donc on peut réécrire si vous voulez la loi des mailles simplifiée. La loi des mailles qui est maintenant simplifiée s'écrira simplement E bar égale simplement le JL oméga I bar plus U bar. Alors pour faire le diagramme de Fresnel, je pense le plus simple c'est déjà de s'intéresser. Donc on veut tracer un diagramme de Fresnel pour le dispositif, pour traduire, je dirais graphiquement cette loi algébrique ici sur les nombres complexes. Donc pour faire ceci, le plus simple et bien sûr de reprendre chacune des tensions et d'exprimer leur grandeur complexe associée. Donc on voit que pour U bar, vu qu'on a pris la référence sur U, U bar sera juste le U. Donc on peut écrire sans risque avec. On peut noter que U bar ce sera juste U. Donc pour l'instant je raisonne sur les amplitudes, mais il sera facile de diviser par racine de 2 sur l'ensemble pour trouver les grandeurs efficaces. Encore une fois, vous raisonnez soit uniquement sur les grandeurs, sur les amplitudes, soit uniquement sur les grandeurs efficaces, et vous passez d'un résultat à l'autre en prenant racine de 2. Donc U bar égale U. E bar, on voit qu'il y a un delta ici, donc simplement le E bar, ce sera un EJ delta. Et enfin, le I bar, si on reprend la définition de I, on voit que ce sera un I, E de moins J phi, d'accord? E de moins J phi. Voilà, et on vous dit que le phi est entre 0 et pi sur 2. Ah oui, il y a une question que j'ai oubliée en route, je pense, c'est qu'on voulait que la puissance soit positive, la puissance moyenne, donc forcément, pour que la puissance moyenne soit positive ici, il fallait que le phi appartienne à moins pi sur 2, enfin, bien sûr, à un modulo près, mais à un modulo près, il fallait prendre phi entre moins pi sur 2 et pi sur 2 pour assurer le fonctionnement en générateur qui va fournir de l'énergie au réseau. Voilà. Donc maintenant, je peux attaquer le diagramme de Fresnel que j'ai déjà un petit peu commencé. Alors, vu que U bar c'est U, on fait une flèche horizontale qui est U bar ici, mais U bar qui vaut U en fait. Ensuite, pour l'instant, ce delta est inconnu, donc il ne faut pas forcément essayer de tracer ce delta parce que vous n'avez pas sa valeur. Donc, selon que vous le faites positif ou négatif, vous pouvez avoir un résultat différent, un graphique qui va être différent. Donc, le plus sûr, c'est de faire le tracé sur la grandeur qui est connue. Et la grandeur qui est connue, c'est ce phi-là. Donc, on sait que phi est entre 0 et pi sur 2. Et ce qu'on va tracer, c'est ce terme-là. Alors, pour tracer ce terme-là, on peut remarquer que, vu que I bar c'est ceci, JL oméga I bar, eh bien ça fera L oméga I, J peut correspondre à EJ pi sur 2, donc ça fera EJ pi sur 2 moins phi. Donc on voit finalement que ce JL oméga I bar, c'est, vous allez en fait tourner de pi sur 2 et ramener de phi. Mais vu que phi est entre 0 et pi sur 2, ce terme-là sera positif ou nul.
D'accord? Donc comment j'ai fait pour obtenir cette flèche-là? Je pars d'une flèche horizontale, le L oméga I, si vous voulez, enfin, le terme qui serait réel positif. Je tourne de plus pi sur 2, donc je me retrouve vertical vers le haut, et je retranche un phi qui est entre 0 et pi sur 2. Donc forcément, ici, j'ai bien J L oméga I bar, cet angle-là étant pi sur 2 moins phi. D'accord, je fais pi sur 2 et je retranche phi, mais un phi intermédiaire entre 0 et pi sur 2. Donc si vous voulez, ici, on aurait moins phi, et en supposant qu'on fait tout tourner comme ceci. Et maintenant que vous avez les grandeurs U et JL oméga I bar qui étaient données ou sur lesquelles on a des informations, vous pouvez terminer le tracé. Et maintenant, il vous reste simplement à caractériser cette relation qui est ici, cette relation algébrique, qui est en fait la loi des mailles dans laquelle on a négligé un terme. Eh bien, vous pouvez, dans ce cas de figure, dire que forcément la somme de ces deux flèches représente la troisième flèche, enfin la représentation graphique de ce nombre complexe, et nécessairement le E bar sera forcément ici, d'accord, qui est simplement la somme vectorielle. Et si le E bar est ici, nécessairement, vu que U bar c'est EJ delta, eh bien l'angle delta c'est bien l'angle entre U et E, représentation graphique des vecteurs, et donc ce delta est forcément ici. Voilà, donc bien essayer de représenter sur ces diagrammes de Fresnel, il y a souvent une grandeur dont on choisit la phase, et ensuite il y a des informations sur certaines grandeurs, donc faites d'abord les grandeurs sur lesquelles vous connaissez le plus de choses, et ensuite terminez votre tracé, terminez votre triangle en quelque sorte, avec une relation algébrique qui peut être une loi des mailles, une loi des deux, mais forcément cette addition vectorielle doit résulter d'une loi physique. Donc voilà pour le tracé dans le cas général. Et maintenant, on va exploiter ce tracé, le graphique qui est ici, pour essayer de trouver une relation entre les différents paramètres. Et ça nous permettra de savoir après comment régler une certaine grandeur, comment régler par exemple le courant d'excitation pour que la force électromotrice ait telle valeur et que le déphasage entre U et I ait par exemple telle valeur. Voilà. Donc on voit que dit autrement, on voit que les grandeurs ne sont pas indépendantes. Donc je vais maintenant utiliser le diagramme de Fresnel. Et ce que je vois sur le diagramme de Fresnel, donc on va essayer de trouver cette relation qui est ici. Et en fait, cette relation, on peut la noter ici. On voit qu'en fait, il y a deux façons. Donc ça se voit assez bien graphiquement, mais tout ça peut aussi être fait algébriquement. Je le ferai après, mais on voit qu'il y a effectivement deux façons d'exprimer cette hauteur h que je vais exprimer ici, donc cette grandeur h que je vais exprimer ici. On peut l'exprimer soit à l'aide de dire que c'est le côté opposé associé à la flèche verte qui est ici, mais on peut aussi utiliser donc c'est la projection verticale soit de la flèche de E bar, soit de la flèche de JL oméga I bar. Donc ce H-là peut être exprimé de deux façons. Une première façon, c'est de dire que c'est le E sinus delta, et ça correspondra bien à H, donc ce sera E sinus delta. Ça, c'est une première façon de faire. Et vous avez une seconde façon de l'exprimer, dire que c'est le module de ça, donc L oméga I, que vous devez multiplier par le sinus de pi sur 2 moins phi. On peut écrire complètement l'expression, sinus de pi sur 2 moins phi. Et le sinus de pi sur 2 moins phi fera le cos phi. D'accord? Donc ça fera L oméga I cos phi. Voilà. Donc là, on n'est plus très très loin du résultat. Je peux passer sur les grandeurs efficaces. Donc vous voyez, j'ai trouvé cette grandeur sur les grandeurs, sur les amplitudes, mais maintenant il suffit que je mette efficace du côté gauche, et de la même façon, je mets efficace du côté droit. Donc vous voyez, il faut juste être cohérent sur les écritures, mais sinon ça marche pareil. Et vu qu'on veut plutôt, on n'est pas très loin, l'expression commence à ressembler, simplement on veut la puissance. Il faut juste se rappeler que la puissance qu'on a trouvée tout à l'heure, c'était U efficace, I efficace, cos phi. Donc on peut éliminer le I cos phi, et on en déduit sans grande difficulté que E efficace sinus delta, ça sera donc égal à L oméga P, hein, ce terme-là, si vous voulez, le terme qui est ici, d'accord, vous le retrouvez là. Donc sans énorme difficulté, I efficace cos phi, ça fait P sur U, et donc ça fait L oméga P sur le U efficace. Donc voilà pour le résultat qui est écrit au-dessus. Voilà. Alors on aurait cependant pu faire, donc vous voyez que graphiquement ça se voit assez bien. Disons que l'avantage de cette méthode, c'est que parfois dans les méthodes analytiques on ne sait pas forcément trop comment s'y prendre, alors que là graphiquement, bon, on voit bien qu'il faut trouver une relation et la relation peut paraître assez rapide.
Alors on peut quand même se ramener à la méthode analytique. Si on veut faire la méthode analytique, c'est tout à fait possible. Donc là, je vais vous faire la méthode analytique de ce côté-là. On reprend l'équation qui est là, puis on remplace par les formules. Donc ça fait en fait les grandeurs. Donc on combine cette relation-là, l'équation avec les différentes relations. Et ça fait donc, alors, EJ delta égale JL oméga I bar, ça va aller donc E de moins J phi, et plus U qui était réel. Et or simplement, on va simplement projeter sur les... On va écrire totalement la relation avec les ondes cosinus et en sinus. Donc ça, c'est équivalent à dire que E cos delta plus J sinus delta, c'est égal à U, plus JL oméga, cos phi moins J sinus phi. Et on écrit encore une ligne, ça fait E cos delta plus J E sin delta. Ici on a le U, alors le J carré fera moins 1, donc on aura plus L oméga sinus phi, et on aura donc plus J L oméga, et je pense qu'il y a un I qui a été oublié, donc là il manque un I, d'accord, ok, JL oméga I, et ici aussi un I, JL oméga I, et donc cos phi. Et l'idée, maintenant, vous pouvez identifier sans difficulté les parties réelles et les parties imaginaires. Donc forcément, cette égalité sur un triangle complexe décide forcément que le E sinus delta, qui est ici, il soit forcément au L oméga I cos phi. Et c'est bien la relation qu'on a là, d'accord, E sinus delta égale L oméga I cos phi. Donc cette égalité ici donne le même résultat. Vous voyez, encore une fois, tout ce qu'on fait sur les diagrammes de Fresnel peut toujours être fait analytiquement. Alors simplement, les diagrammes de Fresnel ont un intérêt aussi, c'est que bon, vous avez trouvé ce résultat et après on vous dit que, alors on va changer IE, d'accord, et on veut savoir pour une valeur initiale de IE, dans quel sens faut-il modifier, comment faut-il modifier IE pour relever le facteur de puissance. Alors, l'idée c'est qu'on peut le voir assez graphiquement. L'idée c'est que si je veux relever le facteur de puissance, donc rappelons-nous que ce que je veux faire, relever... alors là il y a une petite faute qu'on va corriger, c'est pas du phi, c'est du delta. Relever le facteur de puissance, ça veut dire augmenter le phi, et donc en fait diminuer, augmenter le cos phi, donc diminuer le phi. Donc si on reprend le graphique, vous voyez que si je diminue le phi, eh bien à la rigueur, si phi tendait vers 0, j'aurai pi sur 2. Donc quand je diminue phi, on peut le voir ici, quand phi va diminuer, la flèche va se déplacer. Alors, j'ai oublié de faire, il faudrait mieux que je fasse une petite question avant pour bien comprendre, d'accord. L'idée, c'est que, vu que, en fait, vous avez, si on reprend la formule qui est ici, j'ai oublié une petite étape, excusez-moi, donc si je reprends la formule qui est ici, je vois que tout ça, c'est fixé, toute cette chose-là qui est ici, c'est une grandeur qui est fixée, parce qu'on suppose qu'on travaille à puissance constante, la fréquence est fixée, le bobinage est fixé, la tension U c'est par exemple 220 volts efficace. Donc en fait cette chose-là est fixée, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est ce fameux H qu'on a calculé. Donc en fait l'idée c'est que en fait vous allez forcément être obligé de rester sur cette position qui est là. Voilà. La flèche du E bar, d'accord? Vous devez toujours avoir que E sinus delta doit faire H. Et H est en fait une grandeur fixée qui vaut cette chose-là. Donc en conséquence, la pointe du E bar doit forcément rester comme ceci. Donc j'ai fait deux exemples possibles. Vous voyez, je peux changer la valeur de delta, mais si je change la valeur de delta, ça va changer la valeur de E telle qu'on reste ici. Donc si je passe de delta 1 à delta 2, vu que la pointe de la flèche de E bar, parce que E sinus delta doit toujours avoir cette valeur H qu'on peut refaire ici, on doit toujours avoir le H qui est ici. Et donc, si vous voulez toujours avoir ce H-là, il n'y a pas d'autre solution que le lieu des points, qui est l'extrémité de la flèche de E bar, doit se situer sur ce pointillé qui est là. Donc, forcément, vous voyez bien que quand vous allez augmenter delta, E va forcément réduire en taille, d'accord, en intensité. Voilà. Donc, l'idée, c'est ceci. Et donc, concrètement,
Si vous voulez relever maintenant le facteur de puissance, vu que vous avez ce résultat, vous avez ceci, d'accord? Donc, si vous voulez relever le facteur de puissance, d'accord, vous voulez que cos phi, alors je reprends, si on veut que cos phi augmente, mais rappelez-vous que phi appartient à 0 pi sur 2, donc phi doit décroître. Ça veut donc dire que pour que phi, quand phi va décroître, on voit bien que forcément le point ici va se déplacer comme ceci, et ça correspond forcément à un delta qui augmente. Donc si on regarde graphiquement, le phi qui décroît, ça correspond forcément à un delta qui doit augmenter, et quand le delta augmente, on voit que le module de E bar doit décroître. Or, le module de E bar, c'était le KIE tout à l'heure, peut-être un racine de 2 près, c'est peut-être la grandeur efficace ici, d'accord? Et donc forcément, si on veut augmenter le facteur de puissance, il faut que le phi décroisse entre 0 et pi sur 2. Donc graphiquement, le phi qui décroît, c'est forcément un delta qui augmente. Graphiquement, ça se voit bien. Et donc, on voit bien ici que quand le delta augmente, le module de bar doit diminuer, donc le IE doit décroître. Donc la solution, si vous souhaitez augmenter le facteur de puissance, toute chose égale par ailleurs, il faudra diminuer le courant dans l'inducteur. Voilà pour cette question. Alors on termine par une dernière question. Maintenant on va se mettre dans le cas optimal. Et donc si on se met dans le cas optimal, on vous demande de trouver les valeurs de IE et de l'angle delta. Alors quand on se met dans le cas optimal de cos phi égale 1, ça veut dire phi égale 0 dans ce cas-là. Et si vous prenez phi égale 0, eh bien, vous voyez bien que le JL oméga I bar, maintenant phi vaut 0, donc I bar est en phase avec U bar, et donc est horizontal, et donc on va rajouter le JL oméga I bar, vous aurez une flèche verticale, parce que phi vaut 0 maintenant, donc cette flèche rouge, vous la basculez verticalement, et vous arrivez sur ce schéma simplifié. Si vous préférez, on peut aussi écrire que ici, ça fait simplement JL oméga I, comme ceci. Et maintenant, ce n'est plus très compliqué, il suffit simplement de travailler dans le triangle qui est là. On a d'une part que E, ce sera égal, en utilisant le théorème de Pythagore, ça sera U au carré plus L oméga I carré. Et on aura d'autre part que la tangente de delta, ce sera L oméga I sur U. Alors, je peux bien sûr passer aux grandeurs efficaces. Donc, vous voyez, j'ai trouvé ces relations sur les grandeurs. Ici, je mets efficace ici, forcément que j'aurai efficace ici et efficace ici. Et de la même façon, si je mets efficace ici, j'aurai efficace ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il se reste à faire pour trouver les formules souhaitées? Or, on sait que P, c'est U efficace, I efficace, cos phi. Mais dans l'exemple considéré, on a cos phi qui vaut 1. C'est le cas particulier, d'accord? Donc, on a juste U efficace, I efficace. Et on peut donc remplacer le I efficace par P sur U efficace. Attention, c'est uniquement parce qu'on a cos phi égale 1. Donc vous voyez qu'en remplaçant ici le I efficace par PU efficace, vous allez trouver ce terme-là. Et en remplaçant ici, vous aurez ce terme-là. Bon, simplement, le IE, il faut juste rappeler que IE, c'est K efficace sur K. Donc c'est assez rapide de trouver ensuite le IE. Donc voilà, une fois que vous avez le diagramme de Fresnel, c'est assez simple. En général, c'est des genres de théorème de Pythagore, éventuellement Al-Kashi si le triangle n'est pas rectangle, mais on s'en sort ensuite assez rapidement. Voilà pour les résultats de cet exercice. Je vous remercie.